Donc, bonsoir. De suite, ça réveille. Hein. Donc, bonsoir, bienvenue à cette 3e édition des 2PS Show. Donc, ici, dans les locaux de Digital Campus, qui nous ont fait le plaisir de nous accueillir pour cet événement. Je tiens donc bien évidemment à vous remercier d'être venu ici ce soir. Je remercie également Benoît Fuléran, grâce à qui, du coup, cette conférence est retransmise en live à travers l'ensemble du réseau. Je vous présenterai rapidement après le réseau de PS. Et grâce à qui, en fait, Benoît Fuléran est membre du réseau de PS, expert, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, en technique information, technique d'informatique, comment je dois dire ça? Ton domaine d'expertise? Tu me la refais ça là parce que je vais avoir du mal à retranscrire. Hébergement, infogérance et consulting, direction technique et externalisée. Ok, merci. Donc, à travers sa société, Agilonaut. Donc, merci à toi. Ça nous permet donc de pouvoir être en live dans tout le réseau. Shirley, qui va nous présenter donc cette 3e édition des 2PS Show, à travers la thématique « Quand les neurosciences optimisent votre site web, engagez vos visiteurs en 3 études de cas ». Donc, cette conférence, en fait, est organisée au sein du réseau de 2PS. 2PS, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de consultants international, de consultants indépendants. Du coup, on est présent dans différents pays et on travaille en collaboration pour essayer d'amener des solutions optimum et d'accompagner la croissance des entreprises. Donc, dans ce cadre-là, la conférence de 2PS Show, et je vais passer la parole donc à Shirley, bien évidemment, membre du réseau. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous êtes encore en forme pour apprendre comment fonctionne notre cerveau et comment développer des interfaces pour qu'il comprenne ce qu'on essaye de lui expliquer. Avant de me présenter, j'avais envie de vous demander qui vous êtes, mais en fait, la plupart, je vous connais, donc je ne vais pas vous poser la question. C'est plutôt sympa d'être venu, du coup. Alors, aujourd'hui, dans le web, vous le savez très bien, on va commencer d'abord normalement vous le savez déjà, mais on va commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde du web, les enjeux, très très rapidement. Ensuite, Guillaume nous parlera de neurosciences et donc le fonctionnement du cerveau, comment réussir à mieux l'exploiter, si on peut dire ça. Et après, on rentrera dans le concret. Concrètement, ça veut dire quoi sur un site web? Ça veut dire quoi pour ma campagne digitale? Comment on arrive à capter l'attention, la garder et éventuellement enclencher des actions derrière. Donc voilà, vous vous êtes déjà peut-être sentis comme des moutons attirés par certaines publicités plus que d'autres ou encore sur Internet tous les matins comme des zombies. 50% des Français, quand ils prennent leur téléphone, la première chose qu'ils font, c'est regarder leur mail, leur Facebook, leur Twitter, toutes leurs notifications pour ceux qui avaient éteint leur portable la nuit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est complètement saturé de messages, que ce soit informels, publicitaires, etc., etc. Donc c'est sympa, mais comment on fait pour être vu dans tout ce brouhaha-là, même si on fait les plus belles campagnes de publicité qu'on peut imaginer, il faut quand même réussir à sortir du lot, sachant qu'il y a pas mal de bons créatifs par ici. Qu'est-ce que ça donne sur le web? Un bon exemple, où j'ai pris des captures d'écran de Cdiscount. On a des bannières jaunes fluo, c'est bien ou pas, on le verra plus tard, et puis des notifications de partout. Donc, il y en a certains qui supportent pas d'avoir des notifications rouges, il faut qu'ils lisent tout d'un coup, il y en a d'autres qui les cumulent, donc il y a un peu deux écoles, mais ça n'empêche que ça reste des messages qui sont analysés par notre cerveau et qu'il faut traiter. La vraie question, comment captiver et engager vos visiteurs sur Internet? Bon, la plupart, vous avez tous un site web ou une page Facebook ou un blog, et on s'est tous demandé mais comment faire pour avoir plus de visiteurs, comment faire pour vendre mon produit, parce que ça reste la finalité, on fait du business a priori. Donc Guillaume va nous démystifier ça, je lui passe la parole, et puis on se retrouve tout à l'heure pour les études de cas. Merci à toi. Donc effectivement, je suis également consultant au sein du réseau de 2PS et expert dans tout ce qui tient à la neuroergonomie. Donc, je vais commencer juste rapidement par vous présenter et déterminer déjà qu'est-ce que c'est que la neuroergonomie. Si on prend une phrase un petit peu rigide, on va dire que la neuroergonomie est la mise en application des découvertes neuroscientifiques sur des produits, des environnements ou des organisations
afin d'en optimiser l'efficacité, l'efficience et l'expérience des utilisateurs ou des consommateurs. En clair, c'est quoi? La neuroergonomie, c'est pas ça. Ça, ce sont les chercheurs. Les chercheurs en neurosciences. Les neurosciences, vous le savez, font énormément de progrès depuis 10 ans. Il y a des nouvelles découvertes qui nous permettent de pouvoir mieux appréhender le fonctionnement du cerveau. Et c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans la recherche qui nous permettent de faire donc toutes ces découvertes. La neuroergonomie, et moi en tant que neuroergonome, j'utilise en fait les résultats de ces recherches. Je vais étudier qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui du cerveau, et à partir de cette compréhension-là, comment est-ce qu'on peut le mettre en application dans le marketing ou également dans le management, qui sont vraiment mes deux domaines d'intervention. Donc voilà, ça c'est pour la neuroergonomie. Maintenant, le cerveau. Le cerveau en quelques chiffres clés, c'est à peu près 86 milliards de neurones. Tout le monde voit à peu près à quoi ressemble un neurone. Si ce n'est pas le cas, je vous en ai dessiné un magnifique ici, là. Donc en fait, c'est des petits circuits qui viennent, comme si vous aviez des bouts de fil qui se connectent les uns aux autres pour pouvoir tisser tout un maillage, et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir toutes nos fonctions cérébrales. 100 milliards de cellules gliales, ce sont des petites cellules qui sont autour. On pensait jusqu'à il n'y a pas très très longtemps qu'elles avaient juste un rôle secondaire d'entretien des circuits neuronaux. En fait, on s'aperçoit qu'elles ont d'autres rôles, d'autres fonctions qu'on est en train de découvrir petit à petit. Chacun de ces neurones sont interconnectés, je vous ai dit. En l'occurrence, il y a entre 1000 et 10 000 connexions à peu près synaptiques par neurone. Ce qui veut dire que chaque neurone est connecté avec 1000 autres, entre 1000 et 10 000 autres neurones. Je vous laisse imaginer la densification des réseaux et la quantité de circuits que ça permet. C'est absolument astronomique. Mais parce que c'est astronomique, ça consomme énormément d'énergie. En l'occurrence, ça consomme à peu près 20% de notre énergie quotidienne. Donc c'est assez important. Et également, la réaction à un stimulus. Donc lorsqu'on a une impulse, lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est traité par le cerveau en 200 millisecondes. Donc vous comprenez bien que ça se passe bien avant qu'on en ait conscience. On va travailler là-dessus tout à l'heure. Et enfin, 20% de notre énergie consommée par jour, alors que le cerveau c'est quelque chose de relativement petit dans la masse corporelle, puisque ça représente chez les hommes 1,5 kg et chez les femmes 1,3. Le cerveau est un peu plus petit. N'allez pas faire de déduction hâtive, ça ne joue en rien sur les fonctions, les capacités cognitives, etc. C'est juste physiologique. Avant qu'on rentre dans le détail même, modélisé, schématisé sur le fonctionnement cérébral, par rapport à ce que vient de dire Shirley, effectivement, notre attention est hyper sollicitée. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais sur Internet, on est flashé en permanence par des notifications. On a en plus, qui plus est, une culture qui s'est développée du zapping. Il y a encore quelques temps, on avait 6 chaînes. Maintenant, on en a 200, 300, 400. Donc quand on arrive à du contenu, qu'est-ce qu'on fait ? Très rapidement, on zappe. Ça devient de plus en plus compliqué de capter l'attention des gens. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler. Lorsque les gens arrivent sur votre site Internet, comment faire en sorte qu'ils y restent ? Non seulement déjà qu'ils s'engagent, qui perçoivent quelque chose, qu'ils y restent et déclencher ensuite derrière des actions. Donc on va se focaliser un petit peu sur le fonctionnement cérébral maintenant, comment ça fonctionne, comment on perçoit notre environnement, et ensuite comment est-ce qu'on focalise et comment est-ce qu'on essaie de contrôler l'attention. Alors ne prenez pas peur quand vous allez voir le schéma, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. De façon schématique, comment fonctionne le cerveau ? Alors parce qu'il y a énormément de fonctions dans le cerveau, donc bien évidemment on restreint le champ, on va essayer de se focaliser sur comment est-ce qu'on perçoit notre environnement, comment on le mémorise et comment on y réagit. De façon schématique, ça donne à peu près ça. Ici, symbolisé par un œil, nos sens. Il faut comprendre quelque chose, c'est que le cerveau, il est aveugle. Le cerveau en lui-même, c'est une petite boule gélatineuse d'1,5 kg ou 1,3, est coupé du monde. Le cerveau ne voit pas le monde tel qu'il est. Le cerveau perçoit des signaux électriques qui arrivent par nos sens. Donc le cerveau traduit le monde qui l'entoure de lui. D'accord ? Il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est une traduction permanente du cerveau. Donc pour pouvoir capter ce qui se passe par l'extérieur, il a besoin des sens. Ici symbolisé par un œil. On a effectivement la vue, donc nos 5 sens, la vue, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher. Il y a encore d'autres sens après derrière qui jouent, mais on ne va pas rentrer dans du détail. L'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a une perception. Cette perception est traduite en signaux électriques et partent, alors là en l'occurrence pour la fonction visuelle, dans la partie occipitale du cerveau. Notre cerveau, on peut le décomposer en 4 grandes régions. Lobe frontal, lobe pariétal sur le dessus, lobe occipital et les lobes temporaux sur les côtés. Donc là, pour la vision, ça part directement dans le lobe occipital, à l'arrière du cerveau. Et cette information est traitée dans des zones bien particulières,
que je vais généraliser à travers ce que j'appelle l'ACTI, c'est les aires cérébrales responsables du traitement de l'information. On a des aires spécifiques du cerveau qui sont là juste pour traiter l'information, d'autres pour la mémoriser, d'autres pour... Enfin bon, il y a plein de fonctions. En l'occurrence, là, c'est vraiment pour traiter l'information. Donc, encore une fois de plus, c'est des impulses électriques qui arrivent dans ces aires-là. Et OK, il va falloir une base de données. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir décoder le code qui est derrière. Pour ça, ces aires font appel là-haut à la mémoire et vont pouvoir déterminer que tel impulse électrique correspond à tel objet par rapport à des formes, des mouvements, des couleurs, des contours, des pleins, etc., etc. Vont décoder l'information pour pouvoir l'identifier. Une fois que c'est identifié, ça part, donc ça part de là-haut, hop, ça revient ici, et ça part dans le système limbique. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de cette zone-là, certains appellent ça le cerveau primitif, le cerveau des émotions, etc. En fait, c'est une zone qui est là pour vérifier si une information est bonne ou pas pour nous. Le système limbique se pose vraiment cette question assez simple. Est-ce que ce stimuli est bon ou pas pour moi? Deux grandes réponses, oui ou non, ou une troisième que je n'ai pas notée pour éviter d'embrouiller les choses, c'est neutre, il ne se passe rien. Si l'information est bonne, ça va partir dans le oui. Si elle est mauvaise, ça part dans le non. Quand une information n'est pas bonne pour nous, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Alors, faut bien comprendre une chose. Excusez-moi, j'ai oublié de revenir là-dessus. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le cerveau s'est développé à travers le temps dans un seul et unique but. C'est qu'on puisse survivre. Survivre et se démultiplier, etc. Donc, il y a vraiment le principe de survie. On va remonter un petit peu dans le temps, quand il y avait encore des mammouths sur Terre. On croise la route d'un mammouth ou d'un guépard. Bien évidemment, c'est traité par les aires visuelles. Hop, ça envoie au système limbique. Est-ce que c'est bon pour moi? Non, pas bon. Hop, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une réponse endocrinienne. La réponse endocrinienne, les neurotransmetteurs, ça se passe au niveau des synapses. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Ça se passe au niveau des synapses. C'est ce qui va permettre de moduler l'information. Et donc, quand quelque chose n'est pas bon pour nous, il va y avoir toute une réaction en cascade. En gros, c'est... le CRH, ensuite l'ACTH, et au final, ça va produire du cortisol. Et on déteste le cortisol. En fait, le cortisol est quelque chose qui nous oblige à ajuster une situation. Lorsque notre corps sécrète du cortisol, on va avoir des émotions du type stress, anxiété, nervosité, etc. Un sentiment où on va être obligé de sortir d'une situation pour pouvoir faire redescendre ce taux de cortisol. Donc la nature a trouvé cette espèce d'aversion qu'on va avoir au cortisol pour nous obliger à sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour nous. D'accord? Donc, on va produire du cortisol. On déteste ça. Encore une fois de plus, je le répète, c'est le circuit de l'aversion. C'est vraiment quelque chose qu'on déteste. Que va faire notre cerveau? Donc on appelle ça un renforcement négatif. Lorsqu'une situation nous amène à produire du cortisol, le cerveau va mémoriser tout le contexte dans lequel cette situation est apparue. Et va venir le stocker dans les mémoires. Le but, c'est que si jamais on redétecte des éléments propres à cette situation-là, qu'on puisse avoir une réaction en amont pour éviter de reproduire du cortisol, donc de se retrouver dans une situation qui était désagréable pour nous. Donc, renforcement négatif. Application, petit flash d'application comme ça rapide pour une société. Lorsqu'il y a un scandale par rapport à une société ou lorsqu'il y a une mise en danger des gens, autant vous dire que le renforcement négatif pour la marque est très fort. C'est-à-dire qu'on va effectivement regarder toutes les informations qui ont créé ce contexte au niveau de la marque et on va bien les mémoriser. Renforcement négatif. À peu de choses près, la corrélation et le pouvoir de mémorisation sera en corrélation avec le taux de cortisol qu'on va générer. Plus on va générer de cortisol, plus on va avoir une réaction forte, plus on va mémoriser et ancrer dans notre mémoire la situation. S'il y a des gens dans la salle, je ne l'espère pas, mais qui ont vécu quelque chose de relativement traumatisant, un accident, des choses comme ça, on l'a vécu une fois, de façon très courte, mais on s'en rappelle quasiment à vie. Le cerveau a vraiment mémorisé ça en se disant « Ok, je l'ai vécu une fois, pas deux ». Donc ça, c'est quand c'est mauvais. Le stimuli, toujours pareil, traité par les aires, par les actis, il vérifie, il identifie dans les mémoires, il interroge le système limbique, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Oui, c'est bon pour moi. Alors là, on a des neurotransmetteurs, on en a à peu près, des neuromédiateurs, il en existe à peu près une soixantaine. Nous, on va se concentrer ce soir sur 5, en l'occurrence le cortisol, et ensuite la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Donc quand une situation est bonne pour nous, là, la nature a trouvé un autre système, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Quand quelque chose est bon pour nous, on reçoit une récompense. Soit de la dopamine, de l'oxytocine, de la sérotonine ou de l'endorphine. Et on adore ça. On est complètement accro à ça.
D'ailleurs, les drogues jouent là-dessus. Lorsqu'on réagit à une substance de drogue ou on pète les plombs avec la drogue, ou le sentiment de bien-être qu'on peut avoir parfois avec la drogue, ne vient pas d'une substance sur laquelle on réagit, c'est que cette substance ne fait que libérer la production, à différents degrés, à différents niveaux en fonction des drogues, mais vient libérer la production de ça. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment addict à ce que j'ai appelé avec l'acronyme la dose. On a besoin de notre dose. C'est encore un nouveau système qu'a trouvé la nature pour nous obliger à nous mener à l'action. Si jamais on n'avait pas, par exemple, de dopamine, on n'aurait pas de motivation. Et on ferait rien. On resterait sans besoin. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'un stimuli, bien évidemment, soit bon pour nous. Alors, pour passer simple, imaginez quand même qu'on est accro à ça. Ce qui veut dire que dans vos campagnes de com, dans vos événements, dans tout ce qui va vous amener en interaction avec vos clients, etc., si vous arrivez à produire ça, les gens vont après le mémoriser de façon positive. Se dire, waouh, cette marque m'a amené à une satisfaction, m'a permis de produire ça. Donc, il va y avoir un renforcement positif et votre marque ou votre produit, votre service va être associé à quelque chose de positif. Et ça, on arrive à comprendre à peu près dans quel contexte on le produit. La dopamine, c'est vraiment le circuit de la récompense à l'état pur. C'est le système dopaminergique. On produit de la dopamine lorsqu'on atteint un objectif, qu'on arrive à faire quelque chose. Vous savez, cette sensation quand, s'il y en a qui font du sport ou du tennis par exemple, et vous êtes battu pendant 2 heures pour gagner le match, et à la fin vous gagnez le match. Il y a une espèce de sensation de satisfaction hyper forte. C'est le moment où on a réussi à faire un truc, on lance un espèce de « Yes! I did it! Je l'ai réussi, j'ai réussi à le faire ». Ça, c'est de la dopamine à l'état pur. La dopamine se déclenche aussi pour 2 autres contextes. Elle va se déclencher lorsque on anticipe une possibilité de récompense, que ce soit de la dopamine elle-même, ou de l'oxytocine, de la sérotonine ou de l'endorphine. Donc c'est ce qui va nous pousser à la motivation. C'est vraiment la dopamine qui nous motive à l'action. Et ça se déclenche aussi dans un autre contexte, par curiosité. En fait, lorsqu'on rend quelqu'un curieux, en réalité, on vient sécréter de la dopamine, ce qui va nous motiver à aller explorer les choses. Relativement important par la suite quand vous voulez garder et conserver vos internautes sur le site web. L'ocytocine alors je vais passer assez rapidement. L'ocytocine, c'est vraiment l'hormone de confiance, c'est l'hormone sociale, c'est ce qui nous lie à l'autre. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, on a besoin de faire partie d'un groupe. Et bien effectivement, c'est la production d'ocytocine. On a besoin de se lier à autrui. La force de Facebook, les gens au départ ont été surpris par Facebook en se disant oh, c'est fou ce site web, j'ai besoin d'y aller, voilà, c'est quelque chose qui me plaît et ça me fait plaisir d'y être, j'ai besoin d'y aller. C'est tout simplement parce que ce site web nous donne le sentiment d'une communauté, d'appartenir à un groupe. Et lorsqu'on appartient à un groupe, on produit de l'ocytocine. On va en produire aussi de façon quasiment automatique au contact, peau contre peau. C'est d'ailleurs intéressant de se dire que finalement, pour se lier à quelqu'un, on vient lui saluer la main, on vient lui serrer la main, donc on vient avoir un contact. Dans différents pays, on vient venir se prendre et se taper derrière. Avec d'autres, on vient se faire la bise. On a ce contact. Automatiquement, on va produire, en petite dose, mais on va produire de l'ocytocine. Troisième, la sérotonine. La sérotonine se produit, c'est toujours dans la pyramide de Maslow, on a un peu cette ambiguïté que certains ont parfois du mal à comprendre, avoir besoin de faire partie d'un groupe, mais en même temps se sentir unique, se sentir fort, se dire « je suis le meilleur ». Et bien ça, c'est la sérotonine. La sérotonine est une hormone qui nous donne un sentiment de puissance. Lorsqu'on est sur scène, comme maintenant, l'attention est, pour le coup, dirigée vers nous. Qu'on le veuille ou non, à ce moment-là, on produit de la sérotonine. On se dit, waouh, c'est cool. On me regarde. Ce sentiment-là, c'est la sérotonine. Je vous laisse imaginer les acteurs, les gens qui sont sur scène, etc., et qui montent très vite, ou ils sont devant un stade, en train de faire un concert, 10 000 personnes viennent les acclamer d'un coup. Je vous laisse imaginer la dose de sérotonine qui se prennent derrière. Par contre, la sérotonine a un problème, c'est qu'elle va déclencher potentiellement de l'agressivité. Donc, des fois, quand on dit « tiens, il a chopé le melon », il commence un peu à déboulonner. C'est pas faux, on sait d'où ça vient. L'endorphine, on va avoir un petit peu plus de mal à l'utiliser, et encore que en communication. L'endorphine, en fait, c'est ce qui vient apaiser généralement une douleur. Ou des micro-liaisons, des choses comme ça. Lorsqu'on fait du sport, tous ceux qui font du footing, par exemple, le savent, au départ, on déteste courir, et puis quand, au bout d'un mois, on court un petit peu régulièrement, il y a un petit sentiment de satisfaction à la fin, où on se sent un peu bien, là. On vient de courir 1 heure, on se pose dans le canapé, on est détendu, on a l'impression d'être un peu dans le coton. C'est l'endorphine. Et l'endorphine, en fait, c'est pareil, on en est accro. Et c'est ce qui nous pousse, du coup, les gens qui courent régulièrement et qui, pour une blessure, sont obligés de s'arrêter 1 mois, ressentent ce manque. Ils ont besoin d'aller courir, c'est que tout simplement ils ont besoin d'endorphine. Il y a encore une autre situation, et c'est celle-là qu'on peut utiliser en communication. Autre chose qui va sécréter de l'endorphine, c'est le rire. Lorsqu'on rigole franchement à quelque chose, on vient générer de l'endorphine.
C'est pour ça que, par exemple, on aime beaucoup aller voir des comiques sur scène ou des choses comme ça qui nous font vraiment marrer. Et lorsqu'on quitte la salle, on a un peu ce sentiment aussi d'être un peu dans le coton, d'avoir beaucoup ri. Et c'est un sentiment qu'on aime beaucoup. Donc voilà, pour passer rapidement, très important dans nos opérations de communication de savoir comment nos opérations de communication doivent déclencher ces hormones. Après, on a d'autres stratégies, bon, je les évoque rapidement, d'évitement. C'est-à-dire que vu qu'on déteste ça, si jamais on détecte une situation qui peut nous y amener, les stratégies pour s'en sortir vont générer de la dopamine. Donc c'est un facteur tout simplement d'évitement plutôt qu'un facteur d'attirance. C'était juste pour faire une parenthèse, mais voilà. Donc on peut jouer des plans de campagne comme ça en sachant dans quel contexte on va produire l'un ou l'autre. Bien évidemment, lorsqu'on produit ça, renforcement positif extrêmement marqué, et donc on va en mémoriser ou faciliter la mémorisation de tout le contexte qui nous a amené à ça. Donc bien évidemment, c'est là qu'on va essayer de pousser la marque et d'associer les marques à ce genre de production. Et pour finir, l'attention. Alors l'attention, qui est également captée par le système limbique, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Le but, c'est comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention et la maintenir. Et pour comprendre comment on fait pour la capter et la maintenir, on va zoomer un petit peu sur son fonctionnement. Avant, bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'attention? Alors, une phrase encore un peu barbare que je vais vous lire et qu'on va essayer d'analyser après ensemble. L'attention est la focalisation sur des éléments privilégiés dans la masse de nos perceptions continues et de nos processus mentaux qui ont été dignes d'intérêt pour être singularisés et portés à notre conscience. Ils déterminent notre représentation du monde et l'expérience que nous en avons. On va essayer d'éclaircir un petit peu cette phrase. L'attention est la focalisation sur des éléments privilégiés dans la masse de nos perceptions continues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans l'attention, on perçoit un flot d'informations permanent, mais dont rien ne se distingue. C'est-à-dire que on mange de la donnée, mais c'est l'attention qui va nous permettre de singulariser les choses. Lorsque notre attention se porte sur quelque chose, on le singularise et donc de fait, on le crée en lui-même. Dans la masse de nos perceptions continues et de nos processus mentaux, bien évidemment, vous savez ce que c'est, on est noyé par le flux de nos propres pensées, qui ont été dignes d'intérêt, et ça c'est important, on va voir comment, pour être singularisés, c'est ce que je vous disais, et portés à notre conscience pour avoir conscience de ce qui est. Ok ? Un petit exemple, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une ampoule, ce qui moi m'aide bien à comprendre ce que c'est que l'attention. Imaginez que vous êtes plongé dans une pièce, très très sombre, très difficile on distingue plus ou moins des formes, mais on a vraiment du mal à voir ce que c'est. Ben ça c'est comme s'il n'y avait pas d'attention. Et l'attention, ça va être la lampe torche. Vous prenez une lampe torche, vous l'allumez et vous le pointez sur un objet. Et là d'un seul coup, l'objet va se révéler par lui-même, il va se détacher de toute cette masse sombre et vous allez percevoir tous les détails. Ça, c'est vraiment ça, en fait, l'attention. Et ensuite, l'attention va venir se porter sur différents éléments de la pièce. Et on va voir après pourquoi. Processus de l'attention. Alors, j'espère que vous retrouvez un petit peu les éléments du précédent schéma. On a toujours ici nos sens qui captent différents signaux, qui les traduisent en signaux électriques, qui sont traités par les aires corticales responsables du traitement de l'information, qui vient vérifier et identifier ce que c'est que dans les mémoires. Ça revient, ça part dans le système limbique, et ça, c'est tout ce qu'on a vu avant. Ok ? Mais ce que je ne vous ai pas dit avant, c'est qu'en réalité, l'acti, donc les acti, je pense que je suis tout seul à appeler ça les acti, les aires de traitement cortical responsables du traitement de l'information, en fait, elles viennent travailler en amont l'information. Je vous laisse imaginer, le cerveau traite à peu près 400 000 opérations secondes, informations secondes. Donc imaginez si vous aviez conscience de toutes ces informations en permanence. Ça serait juste impossible. Donc, on a un système dit pré-attentif. C'est un système automatique qui traite l'information de façon très sommaire, très globale, mais pour identifier ce qui va être important ou pas de porter à l'attention, en l'occurrence à notre conscience. Donc les informations sont traitées très rapidement et elles viennent envoyer ce paquet d'informations à l'attention, lobe frontal. Donc l'information, le paquet, le message d'information passe de l'arrière du cerveau, dans le traitement des aires visuelles, vers l'avant du cerveau. Et parfois, ça vient déclencher la capture de notre attention, et lorsque l'attention est captée, l'attention revient et va venir interroger les aires corticales de traitement de l'information pour avoir plus de renseignements et plus de détails. Mais bien évidemment, ce n'est pas à chaque message. En fait, le système préattentif envoie un message qu'on appelle le feed-forward.
Et lorsqu'on arrive à capter l'attention, on a un déclenchement de ce qu'on appelle le feedback. Toute la question est de savoir quand est-ce et comment l'attention est captée par ce flux de messages. Ok ? Eh bien, ça s'appelle la saillance. Plus un message va être saillant, plus le système feed-forward a des chances de réussir à capter l'attention et donc à venir rechercher les informations par rapport à ce qu'on a capté. Et c'est exactement ça qu'on veut sur un site web. Lorsque des gens arrivent sur votre site web, il faut absolument que vous arriviez à capter et à maintenir leur attention. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'avoir un site dont l'ergonomie est saillante. C'est-à-dire qu'elle va réussir à engager l'attention de vos internautes. La saillance va se déterminer à travers 5 facteurs. Ceux qui ont fait l'armée, normalement connaissent cet acronyme qui s'appelle le FOMECBOT et qui est utilisé par les militaires qui ont besoin de se camoufler. Donc eux, ils essayent d'identifier qu'est-ce qui va capter l'attention justement pour l'éviter. Nous, on va faire l'inverse. On va essayer de voir qu'est-ce qui capte l'attention. En l'occurrence, l'attention oculomotrice, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir capter nos sens, le sens de la vision. Ce sont les formes, l'identification des formes. Par contraste, c'est très important. Quelque chose qui est saillant et quelque chose qui est mis en contraste. Donc le contraste par la forme, par les ombres, par le mouvement, par l'éclat, la couleur, le bruit, l'odeur. Bon, les traces sur un site internet, c'est plus compliqué. Ok ? Donc, traitement de contraste par les formes, par les ombres, le mouvement, l'éclat. L'éclat, c'est hyper simple. Hein. Lorsque vous baladez dans la rue et pouf, qu'il y a un flash ou que vous roulez sur la route, vous savez, vous êtes allé un poil trop vite et pouf, vous êtes flashé d'un coup sec. L'attention est de suite captée. Voilà, c'est ça un peu, pour vous donner l'idée de la capture oculomotrice. Donc, on va essayer d'avoir une ergonomie qui respecte le FOMECBOT. Ensuite, ça c'est quelque chose de super important. Le préchauffage neuronal, autrement appelé baseline shift. Pour comprendre ce que c'est que ce préchauffage neuronal, ici, dans les actis, on a des neurones qui sont spécialisés dans la détection de certains types d'informations. Si j'ai perdu mes clés, comme c'était le cas hier, j'ai passé 50 minutes à chercher mes clés, je peux vous dire que là, j'avais des neurones surchauffés dans les traitements d'informations de la forme de la clé, de la couleur, de l'éclat, etc. En fait, le préchauffage, ça veut dire que lorsqu'on cherche quelque chose, ces zones-là sont sursensibilisées d'à peu près 30%. Ce qui veut dire que dès que quelque chose qu'on recherche va apparaître ou va ressembler à la forme, ça va venir attirer notre attention. C'est très important de le savoir d'un point de vue ergonomique, au niveau des objets, des formes, etc. Mais professeur Soto a pu démontrer que non seulement c'est vrai pour la détection d'objets ou de perception de notre environnement, mais c'est vrai également lorsqu'on a quelque chose qui nous préoccupe. Lorsqu'on a quelque chose en tête, un souci, une préoccupation, une recherche, un désir ou des choses comme ça, les aires corticales responsables de la détection, ici, vont être surchauffées. Donc ça veut dire que, vu qu'elles sont surchauffées, lorsque ça va apparaître, la puissance du message, l'intensité du message va être plus forte, et donc a plus de chances de remporter l'attention. Donc ça, c'est une stratégie et une nécessité, on va revenir dessus après dans les études de cas, extrêmement importante dans la rédaction du contenu ou dans la présentation des photos, etc., etc. Le troisième, fondamental, la valence émotionnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis venu vous embêter, vous savez, ici, avec le oui et le non, je suis venu vous embêter un petit peu avec ce système-là. C'est que la saillance d'un message, l'intensité qu'il va y avoir ici dans le message feed-forward, va dépendre énormément de la valence émotionnelle de ce que vous allez percevoir. Si quelque chose est très bon pour vous, et que, dans le système préattentif, un élément que vous aviez déjà mémorisé par renforcement positif ou négatif passe dans votre champ visuel. Lorsque ça va être traité, le système limbique va venir envoyer une information pour dire « Ah, attends, ça c'est super bon pour moi ça ». Et donc effectivement, ça va venir renforcer l'intensité du message et généralement remporter l'attention. C'est vrai aussi quand quelque chose est négatif. Là, quelqu'un qui a vécu un traumatisme propre à un accident ou des choses comme ça, vont avoir une saillance sur les éléments qui vont s'y rapporter de façon très très forte. Le moindre petit détail va venir rappeler l'événement et venir capter leur attention.
Donc c'est vrai dans les deux sens. Donc la valence émotionnelle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'une fois encore, dans vos opérations de communication, comprendre comment fonctionne le système limbique est fondamental. Un autre facteur auquel on ne pense pas assez souvent, c'est les habitudes attentionnelles. Lorsque vous arrivez à un feu de trafic, le premier réflexe que vous allez avoir au moment où vous vous arrêtez, c'est de regarder en direction du feu. Parce qu'on sait que dans ce contexte-là, l'information dont on a besoin, elle est là. On n'a même pas besoin, ça devient une espèce de geste habituel. C'est important dans l'ergonomie d'un site internet. Si vous mettez un petit onglet de menu en bas à droite, les gens ne le trouveront jamais. Donc les habitudes attentionnelles sont relativement importantes. Ça va être important aussi, vous allez voir après, juste après sur l'esprit critique, on a besoin de poser des éléments d'identification remarquables rapides. Il faut absolument tenir compte des habitudes attentionnelles. En revanche, il y a quelque chose qui joue contre nous, c'est l'habituation. Par exemple, là j'ai un tempo de voix, j'ai un ton, j'ai un rythme dans la façon dont je parle, et vous vous y habituez petit à petit. Autant au départ, quand j'ai pris le micro, vous avez fait « waouh, c'est passé un truc, ça vous a tous réveillé d'un coup sec ». Maintenant, vous êtes habitué à ma voix. Et donc le rythme que j'emploie là, maintenant, est moins sujet à capter votre attention que ça ne pouvait l'être il y a 10 minutes. Donc l'habituation est quelque chose qui joue contre nous. Donc il faut casser les rythmes, il faut que je parle peut-être un peu plus fort, ou un peu plus grave, ou plus lentement. Et d'ailleurs, vous remarquez que là, vous êtes beaucoup plus attentif. Ça, c'est le facteur d'habituation. Dans un site internet, c'est absolument fondamental, non seulement sur l'habillage de votre site, mais la façon dont vous allez le construire, la façon dont vous allez passer votre message, et les stratégies de communication que vous allez avoir. Donc, extrêmement important de tenir compte de l'habituation. Je vais vous parler rapidement, et je terminerai là-dessus sur la partie neurosciences, sur un proche cousin de l'attention qui s'appelle l'esprit critique. L'esprit critique, c'est une partie de l'attention. C'est-à-dire que lorsqu'on vient focaliser notre attention sur quelque chose, si on focalise trop, ou s'il y a quelque chose qui commence à devenir dérangeant dans ce qui a capté notre attention, l'esprit critique va venir se réveiller. Et l'esprit critique, quand vous voulez engager les personnes sur le site internet, ou vous les engagez à l'action, par exemple dans un acte d'achat, dans une stratégie d'inscription, etc., l'esprit critique, on l'aime pas beaucoup. L'esprit critique, pour réussir à canaliser l'esprit critique rapidement, il faut poser des éléments graphiques attendus. Lorsque je tape sur Google Kairos Agency, par exemple, que je clique sur le site, la première chose dont je vais avoir besoin pour être sûr que je suis au bon endroit, c'est de retrouver le logo ou le nom. Si je trouve de suite le logo et le nom, il n'y a aucune raison que l'esprit critique vienne se réveiller et de se dire « Attends, je suis sur le bon site, c'est ça, c'est pas ça ?» Non. Donc il faut poser des éléments graphiques rapidement reconnaissables qui viennent rassurer l'internaute. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des habitudes attentionnelles. La deuxième chose, baliser le parcours. C'est important qu'il y ait une succession d'étapes clairement définies, qu'on puisse avoir une vision déjà d'ensemble. Le cerveau a besoin d'avoir une vision d'ensemble pour comprendre où il se situe, et ensuite de baliser étape après étape de façon rationnelle le parcours. Je vais juste vous citer une anecdote assez pertinente. Ça commence à faire un paquet d'années de ça, il y a une dizaine d'années je crois. Il y a un village qui est traversé par une départementale. Une grande ligne droite à 90 km/h, un petit village avec 200 mètres à 50, et derrière des kilomètres à 90 km/h. Ils ont tout essayé pour essayer de faire ralentir les automobilistes dans ce village. Des panneaux clignotants, des feux, tout ce qu'ils ont pu. Et donc ils ont mis énormément de signalétique. Sauf que les gens, ils traçaient. Et le maire du village en a eu marre, et en fait il a tout viré. Mais quand je dis tout, c'est tout. Les panneaux d'entrée, les panneaux de sortie, les panneaux de restriction de vitesse, il a effacé les bandes au sol, il a débalisé la route. Et du coup, l'attention n'ayant plus ses repères, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a éveillé l'esprit critique des gens. Les gens se sont dit « Wow, il se passe quoi là ?» Et ils ont freiné. Et du coup, ils sont allés tranquillement dans le village parce qu'ils avaient perdu leurs repères. On avait éveillé l'esprit critique des automobilistes. Vous vous doutez de la suite, le problème c'est l'habituation. Les automobilistes ont fini par prendre des nouveaux repères et la vitesse a réaccéléré. Mais c'est un exemple qui nous montre bien comment est-ce qu'on fait pour ne pas éveiller l'esprit critique. C'est qu'en l'occurrence, on balise le parcours. On accompagne les gens de façon rationnelle d'une étape A à une étape B, d'une étape B à une étape C, selon une suite logique.
Et ça nous permet effectivement non seulement de pouvoir capter l'attention, maintenir une curiosité et ne pas éveiller l'esprit critique. Le troisième est absolument fondamental, et je terminerai là-dessus, restez simple. Un site qui est simple à comprendre, un message qui est simple à comprendre, est un message en lequel on a confiance et en lequel on croit. Donc la simplicité du message, c'est absolument essentiel, y compris dans l'ergonomie d'un site. Et je terminerai là-dessus en laissant la parole à Shirley et en nous présentant l'application de ces neurosciences à travers 3 études de cas. Merci à vous. Merci Guillaume. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai rencontré Guillaume? Donc, moi, ça faisait 4 ans que j'avais lancé Kairos Agency, c'est une agence dont le but est d'aider les marques et les entreprises à être visibles sur Internet, aussi bien les petites entreprises que les grandes. Sauf que moi, j'y connaissais rien du tout en neurosciences et bon, le cerveau, c'était vaguement quelque chose qui nous sert à exister. Donc, du coup, quand il m'a expliqué tout ça, je me suis dit, oh, mais attends, mais il y a plein d'implications et il faut que je repense ma façon de faire les sites web. Donc, on s'est mis à travailler ensemble de concert sur l'élaboration de sites web et pour essayer que nos clients soient encore mieux servis, évidemment, mais aussi voilà, faire des choses qui apparaissent naturellement plus jolies et puis réussir à faire des choses qui fonctionnent vraiment. Parce que vous savez qu'il y a à peu près 75% des campagnes marketing qui ne fonctionnent pas, qui n'attirent pas de clients, où il n'y a aucune action derrière. Quand même 75% d'énergie qui est perdue parce qu'on n'a pas su le présenter correctement, parce qu'on n'a pas su cibler les bonnes personnes. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que pour réussir une campagne, il faut faire quelque chose de joli qui parlera à la cible que vous comptez toucher. Parce que si vous adressez aux mauvaises personnes, typiquement les gens qui achètent des fans sur Facebook, ça ne sert à rien si c'est pas correctement ciblé. Donc le premier cas qu'on va voir ensemble, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la capture oculomotrice. Et donc, tout ce qui va être du faux mec-bot, les formes, les objets, pour créer de la science. Et donc, je vais vous montrer un des derniers sites web qu'on a réalisé, dont d'ailleurs le créateur est dans la salle ce soir. Julien va parler de Balbin Spirit. Donc, il a été mis en ligne il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est pas forcément les derniers screenshots, mais voilà à quoi ça ressemblait, nos premiers essais. Alors, si on reprend le faux mec-bot, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on a mis un cadre. Voilà, on pose le site web. Le site web, il est là, il y a un petit cadre blanc, mais au moins, c'est clair. On veut que la marque soit retenue. C'est une nouvelle marque de cocktail sur mesure, premium. Donc, il faut intégrer la marque dans l'esprit des clients. La marque, elle est au centre, visible, rien autour. On identifie tout de suite. Et oui, mais la science, il faut créer du contraste. Donc, dans cette zone-là, ce qu'on a prévu, c'est une image avec un fort contraste couleur. Donc là, aujourd'hui, c'est des feuilles de sauge qui sont avec une ombre, toujours ombre dans faux mec-bot, contraste couleur, brillance. Ça a été remplacé par une plume orange, fort contraste pareil, toujours de l'ombre. On atteint le même objectif, on peut mettre n'importe quelle photo du moment que ça répond aux besoins qu'on a, qui est de créer du relief, de la science. Ensuite, un peu plus loin, on a un espace qui présente les cocktails. Et là, c'est toujours pareil, contraste. Contraste couleur, ombre, et surtout, on casse le rythme. On a un rectangle d'un côté qui va être horizontal, de l'autre côté on a un rectangle qui est vertical et qui est cassé par une forme plus arrondie qui en fait est le centre de l'attention de notre œil et de notre cerveau. Le but c'est quoi? C'est de leur faire acheter les cocktails, c'est qu'ils aient soif en voyant cette photo et effectivement c'est ce qui se passe. Donc voilà, cette page c'est un bon exemple de ce qui réunit pour les ingrédients pour créer de la science. Ensuite, le deuxième cas qu'on va voir ce soir, et là je vais de nouveau avoir besoin de Guillaume, c'est le préchauffage neuronal. En fait, 2PS, c'est un réseau de consultants, et on vient juste de lancer une nouvelle version du site avec une refonte. Et 2PS répond avant tout à des besoins, et c'est comme ça qu'il le présente de façon assez originale. Donc je vais te laisser expliquer, puisque c'est Guillaume qui a travaillé sur tout
Presque tout, les designs pour accompagner le développement de 2PS. Enfin, beaucoup de conseils surtout. Alors, je vais rendre à César ce qui leur appartient. Le site de 2PS a été développé par notre CTO, Loïc Bizière, et il s'est trouvé que le design et la compréhension effectivement des processus qui rentrent dans le préchauffage neuronal, c'est quelque chose qu'il avait déjà parfaitement bien compris et parfaitement intégré. Et donc, c'était l'occasion rêvée de pouvoir vous présenter cette stratégie-là. Le mérite ne me revient pas. Mais en tout cas, donc, on va s'appuyer là-dessus. Le site de 2PS, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, préchauffage neuronal, baseline shift, c'est des neurones responsables de la détection des éléments qui sont sursensibilisés lorsque quelque chose nous préoccupe. Qu'est-ce qui va nous préoccuper? Bien évidemment, nos besoins. C'est pour ça qu'on insiste autant dans la communication ou dans le marketing sur l'identification des besoins des consommateurs ou des utilisateurs, etc. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur leurs besoins? C'est que, effectivement, pour capter leur attention, ces neurones sont déjà préchauffés et ça serait dommage de ne pas venir les utiliser, tout simplement. Au niveau du design du site, si on regarde la façon dont c'est tourné, et je vais faire une petite parenthèse avant. Lorsque vous regardez un petit peu, si vous baladez là sur Internet, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir l'identité, qui ils sont, et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Une solution. Mais rarement l'identification et l'accroche par le besoin. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous vous privez de ce préchauffage neuronal. Donc, le but, effectivement, comme on l'a vu, rassurer les gens pour pas éveiller l'esprit critique, qui on est, d'être sûr qu'on arrive bien sur le bon site. Logo de 2PS en haut à gauche, c'est là qu'on a l'habitude de vérifier l'identité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après, il y a les différents menus, etc. Mais déjà, on rassure. Et après, directement, la deuxième axe pour venir capter l'attention, l'identification du besoin. On vient accrocher les gens par leurs besoins. Comme ça, effectivement, on bénéficie de ces 30% de sursensibilisation. Si on regarde le site de la façon dont il est fait, quand vous arrivez sur le site, il n'y a pas de solutions qui vous sont présentées. On vient directement essayer d'identifier vos besoins. Alors, on a une vision globale. On voit directement dans quoi intervient 2PS, ça intervient en stratégie, en finance, en opération et en marketing. Donc ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Et on va directement vous interroger sur vos besoins. Décrivez ici vos besoins. Et à partir de vos besoins, là, on va pouvoir vous proposer des solutions. En l'occurrence, les meilleurs consultants du réseau, propres à répondre à votre besoin. Mais donc, la captation d'attention et l'engagement qu'on va avoir de nos internautes est fait par leurs besoins. Par contre, parfois, les gens ont du mal à avoir conscience de leurs besoins. Des fois, on a plein de besoins qui ne sont pas véritablement conscients à nous. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire aussi sur un site Internet? Si les gens ne les expriment pas par eux-mêmes, on va essayer de les identifier par amont en proposant du contenu propre à éveiller leur attention par rapport à leurs besoins. Ici, par exemple, alors, il faut bien comprendre que 2PS est à Montréal, on a un réseau de consultants international, donc on s'exprime à la fois en français et en anglais. C'est pour ça que vous avez des articles en anglais et d'autres en français. Voilà, soyez pas surpris. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va venir essayer d'identifier leurs besoins. Pourquoi est-ce qu'il est si dur de trouver de bons experts ou le bon expert? Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils viennent chez 2PS? C'est des gens qui ont un besoin par rapport à leur société. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous? C'est parce qu'ils savent qu'en venant chez 2PS, ils vont avoir une garantie de sérieux, ils vont avoir une garantie d'expertise. Donc on sait déjà qu'un des besoins qu'ils vont avoir, c'est d'être sûr de ne pas se planter. Donc en venant chez nous, effectivement, c'est un besoin latent. Et on identifie ce besoin. Et on va venir capter l'attention par rapport à ce besoin. Ici, on va avoir vos choix d'amis, changeront-ils la société? Besoin par rapport au lien social, etc. Et si l'enjeu principal de libéralisation, c'était vous? Ça, c'était un article qui a été rédigé au moment où on a beaucoup communiqué autour de l'ubérisation. Donc pareil, on a une préactivation des chemins neuronaux, un préchauffage neuronal, un baseline shift intense, parce qu'effectivement, c'est une question récurrente dans ceux qui suivent cette actualité-là. Et enfin, Can Entrepreneur Collaborate, qui est aussi une grande problématique, où les sociétés essaient maintenant de plus en plus, dans une économie collaborative, de voir avec qui ils peuvent travailler et comment. Donc, ça fait partie des besoins qu'on a pré-identifiés, des gens qui vont visiter le site Internet. Donc, c'est très important, et ça serait dommage que vous en priviez, de ne pas bénéficier de ce préchauffage de 30%. Si vous communiquez par le besoin, vous avez déjà 30% du boulot qui est fait dans la captation de l'attention.
Donc voilà, donc ce site répondait exactement à la stratégie de Baseline Shift, et c'est l'occasion pour vous de découvrir le site de 2PS, et j'en profite pour vous inviter à venir vous inscrire à la page Facebook de 2PS au passage. Voilà, je repasse la parole à Shirley pour la 3e étude de cas sur la balance émotionnelle. Merci. Merci. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'émotions, parce que c'est le cœur du problème. Faire réagir, c'est créer une émotion. Et notamment, aujourd'hui, un savoir-faire qui monte doucement dans les tendances, c'est ce qu'on va appeler le storytelling. Transmédia storytelling, c'est quand on va réussir à créer une campagne cohérente à travers différents médias, donc moyens, pour générer une émotion et pourquoi pas faire voyager le visiteur, le client, à travers ces différentes campagnes. Donc on profite aujourd'hui de la présence de Arnaud Aquin qui s'occupe du jardin des marques pour, par exemple, citer son travail sur tout ce qui est transmédia. Parce que le meilleur moyen aujourd'hui de convoyer une émotion, ça reste la vidéo. Il y en aura certainement d'autres plus tard. Tout ce qui est réalité augmentée ou réalité virtuelle, ça reste encore les balbutiements. C'est que le début. Donc, que fait Arnaud? Mais en l'occurrence, vous pourrez aller voir sur son site, il y a beaucoup de campagnes très intéressantes qui reprennent tous ces principes d'être vecteur d'émotion, de créer une émotion. Notamment, j'ai beaucoup aimé une des campagnes qui s'appelle Feliway, qui est en fait d'ailleurs une campagne qui a gagné un prix, où on parle de nos animaux de compagnie. Donc, moi, j'adore les chats. Et du coup, ça touche tout de suite l'émotion. Ça nous sécrète de l'ocytocine et on s'identifie. Et d'ailleurs, juste en préparant la conférence, j'ai vu cette campagne de Feliway. Une demi-heure plus tard, j'en achetais. Donc, ça marche. Guillaume ? Il y a une chose qui est extrêmement importante avec les stratégies transmédia storytelling, et ce qui pour moi me semble vraiment très très important à comprendre, c'est que là on est sur une image fixe parce que j'ai fait une capture d'écran. Normalement c'est de la vidéo. Et la force qu'il va y avoir dans la communication par rapport à la vidéo, c'est que vous allez pouvoir effectivement gérer et amener tout un parcours émotionnel. Je vous rappelle, selon le schéma de tout à l'heure, plus vous allez gérer des émotions, donc des productions de dopamine, ocytocine, sérotonine ou endorphine, ou potentiellement du cortisol, plus vous allez renforcer la mémorisation. Donc c'est pour ça que le facteur vidéo est quelque chose d'extrêmement important, quand on peut le faire, d'amener cette communication-là pour pouvoir avoir un point de mémorisation. Un point rapide juste sur le transmédia, c'est que plus vous allez avoir de complémentarité dans vos messages à travers différents médias, plus vous allez avoir d'environnements différents, donc différents types de mémorisation. Plus vous allez démultiplier les mémorisations, plus vous aurez, je vous fais pas un schéma sur la mémorisation, mais très simplement, plus on mémorise, en fait, plus on va développer des nouveaux neurones responsables de cette information-là. Donc plus il va y avoir une sensibilité et plus il va y avoir de neurones propres à détecter l'information. Vu que vous avez derrière une émotion forte, plus de neurones qui détectent une émotion forte, plus vous remportez l'attention et plus vous la maintenez. Donc voilà, c'était juste un petit point. Merci à toi. De rien. Donc j'ai un petit bonus pour vous, parce que hier c'était la Saint-Valentin. Alors avec ou sans Valentin, il y a eu les marques qui ont été vraiment force de proposition pour toucher nos émotions. Et donc je vais vous montrer une campagne vidéo qui est sortie pour hier justement. Et avant, si on réfléchit aux besoins de l'homme avec un grand H, les besoins de base, c'est manger et se faire plaisir. Donc oui, le sexe fait vendre. Et Burger King a répondu aux deux besoins. C'est ce que je vais vous montrer avec la vidéo suivante. Voilà, donc ça c'est une campagne pour un menu spécial qui est sorti en Israël hier, donc, et clairement, voilà, ça génère de l'émotion, c'est très très vendeur. Maintenant, on a envie de vous aider, on est prêt à donner de notre temps, et on espère entendre parler de vous suite à cette conférence. Ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un audit gratuit de votre site, quel qu'il soit.
étudiants ou pas étudiants, pour vous donner des petits conseils, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré. Donc on a mis en place une landing page sur Kairos Agency /BMO. Et sur cette landing page, que je vais vous montrer, hop, vous avez juste à entrer... ah oui, ça marche pas. Ouais. Tu peux mettre sur Firefox, si c'est possible, parce que je suis sortie de PowerPoint. Oui, puis, oui, ça marche. Donc l'idée, c'est juste, vous rentrez vos infos, et comme ça, vous nous dites quand est-ce que vous voulez qu'on se voit, et on vous donne un coup de main. Et évidemment, vous noterez qu'au passage, on a repris exactement le même header que sur notre PowerPoint pour créer de la cohérence. Vous êtes bien chez nous, vous vous souviendrez de nous. Voilà. Donc on va passer aux questions-réponses. Et puis dans un second temps, il y aura un petit moment cocktail détente pour ceux qui veulent discuter avec nous directement. Ok, donc merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des questions, des points qu'on n'aurait pas abordés? 45 minutes, c'est rapide. Donc bien évidemment, on a été obligé d'aller relativement vite. Est-ce qu'il y a des points, des questions, des choses qui vous semblent pas abordées ou pas claires ou tout simplement par curiosité d'avoir d'autres informations? J'adore ce petit moment de silence derrière. Non? Carambar a un jour annoncé qu'il retirait les blagues dans les carambars et en fait tout le monde a râlé, mais c'était pour de faux et c'était justement pour c'était une blague, c'était pour réveiller l'attention sur carambar. Du coup tout le monde s'est précipité pour acheter des carambars avec des blagues encore et en fait il n'y avait pas besoin. Donc j'en déduis qu'on a été relativement clair, en tout cas, j'espère pour vous. Merci en tout cas de votre attention, merci d'être venu. On vous invite maintenant à partager un verre avec nous, à pouvoir échanger avec vous. Et comme vous l'a dit Shirley avant, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on puisse porter un regard par rapport à la construction du site, votre site, comment il est construit, par rapport à sa science ou l'ergonomie, etc. N'hésitez pas à vous inscrire et avec grand plaisir, on pourra faire une analyse en 30 minutes avec vous. Merci beaucoup et puis je vous invite donc à venir partager ce verre de l'amitié tous ensemble. Merci beaucoup, bonne soirée.